Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dorothy Miles, 64 ans, vivait dans une petite maison de plain-pied au cœur du quartier de South Atlanta, un endroit aux rues bordées de chênes centenaires, mais marqué par les cicatrices du temps. Ancienne infirmière en pédiatrie, Dorothy avait travaillé plus de 30 ans dans le même hôpital public, accompagnant des centaines d'enfants malades avec une patience inébranlable. Son sourire doux et ses gestes précis étaient connus dans tout le service. Elle avait élevé sa fille Monica seule, depuis que le père, un homme dont elle avait cru qu'il resterait, était parti sans un mot peu après la naissance de leur enfant. Dorothy n'en parlait jamais. Elle avait appris à transformer l'abandon en force. Monica était sa fierté, sa lumière. Elle l'avait vue grandir dans les livres, dans les rêves, et dans la rage discrète de prouver qu'une femme noire, élevée par une mère célibataire, pouvait réussir. Monica Miles, devenue enseignante dans une école publique sous-financée, s'était donné corps et âme à ses élèves, persuadée que chaque enfant méritait qu'on se batte pour lui. Et puis il y avait eu Ellie. Ellie était née d'une liaison brève et compliquée entre Monica et un avocat blanc, Richard Collins, issu d'une riche famille datant, en Géorgie. Dès que Monica lui avait parlé de sa grossesse, Richard avait disparu, niant toute responsabilité. Il n'avait jamais vu Ellie, ne s'était jamais manifesté, pas même une lettre, pas même un chèque. Monica avait tout pris en charge. Elle n'en parlait presque jamais, sauf une fois, tard le soir, devant un thé tiède, quand elle avait murmuré à sa mère. « Je crois qu'Ellie saura un jour d'où il vient. Mais ce que je veux surtout, c'est qu'il sache où il est aimé. » Quand Monica mourut, percutée par un chauffard ivre alors qu'elle rentrait de l'école un vendredi pluvieux, l'univers de Dorothy s'écroula. Le deuil n'avait pas de nom pour une mère qui perdait son enfant. Elle se sentait vide, un gouffre silencieux dans la poitrine. Mais elle n'avait pas le droit de s'effondrer. Parce qu'il y avait Ellie, ce petit garçon de 7 ans qui dormait chaque nuit dans ses bras, serrant le t-shirt de sa mère qu'il refusait de laver, comme pour retenir son odeur. Il faisait souvent des cauchemars. Il refusait de manger certains plats. Il posait des questions auxquelles Dorothy ne savait pas toujours répondre. Et une nuit, alors qu'il tremblait dans son sommeil, elle l'avait pris contre elle et murmurait. « Tu n'es pas seul, mon trésor. Tant que je respire, je te protégerai. » Elle pensait que c'était fini. Qu'elle n'aurait qu'à l'aimer, à l'élever, à vieillir avec lui. Mais 3 mois après l'enterrement, une lettre officielle arriva dans sa boîte aux lettres. Elle tremblait rien qu'à ouvrir l'enveloppe, une convocation du tribunal. Linda et Charles Collins, les parents de Richard, affirmaient vouloir obtenir la garde légale d'Ellie. Selon leur dossier, Dorothy vivait dans un environnement peu propice au développement d'un enfant de cet âge. Ils parlaient de leur maison de campagne, de leurs ressources financières, de leur désir soudain de prendre leurs responsabilités familiales. C'était la première fois qu'elle entendait parler d'eux. Il ne s'était jamais intéressé à Ellie. Ni lors de sa naissance, ni pendant ses années d'école, ni même après la mort de leur propre fils, Richard, décédé d'une crise cardiaque 2 ans auparavant. Et voilà qu'ils arrivaient, des parfums de tribunal et de respectabilité plein la bouche, avec des avocats à cravate rouge, des dossiers bien reliés, et ce regard de supériorité glacée qu'ont ceux qui pensent pouvoir tout acheter. Quand Linda Collins prit la parole lors de l'audience préliminaire, elle le fit avec un ton mielleux. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour cet enfant. Une école privée, un environnement sans violence, et un avenir. Regardez cette pauvre femme, seule, dans un quartier dangereux. Ellie merite mieux. Dorothy, droite malgré l'humiliation, répondit. Ce petit garçon a perdu sa mère. Il n'a pas besoin de luxe. Il a besoin d'amour. Et d'un endroit où il peut pleurer sans honte. Mais dans les couloirs du tribunal, à voix basse, elle entendit Charles Collins murmurer à un avocat. Ce gosse n'a pas besoin d'être élevé comme un gamin de ghetto. Il faut le civiliser un peu. Ces mots lui restèrent en travers de la gorge pendant des jours. Puis vinrent les services sociaux. Une assistante sociale fut envoyée au domicile de Dorothy. Elle s'appelait Stephanie Moore, jeune, récemment diplômée, bien intentionnée mais pétrie de protocoles administratifs. Elle visita chaque pièce, notant tout dans son petit carnet à spirale. Elle nota que la chambre d'Ellie était simple, que les murs présentaient quelques fissures, que les jouets étaient d'occasion. Elle vérifia les placards, nourriture de base, peu de produits frais, les comptes bancaires, épargne modeste,
revenu stable mais faible, le quartier, signalement de violence dans les 12 derniers mois. Ce qu'elle ne nota pas, c'est que la chambre d'Ellie était remplie de livres illustrés, que sa boîte à souvenirs contenait les cartes d'anniversaire de sa maman, que chaque soir, Dorothy lui lisait un passage de To Kill a Mockingbird ou d'un vieux recueil de contes africains. Elle ne vit pas les câlins du soir, ni les prières partagées. Elle ne comprit pas que dans cette maison modeste, il y avait quelque chose d'inestimable, l'ancrage de l'amour, la mémoire et la dignité. Et pourtant, quelques jours plus tard, un rapport fut transmis au juge. Négatif. Trop vieux. Trop pauvre. Trop de risques. Trop noir. Aurait pu dire la vérité si elle avait été plus honnête. Une date fut fixée. Le juge allait statuer sur la garde. Dorothy, en silence, se prépara au combat. Dans la salle d'audience du comté de Fulton, baignée d'une lumière crue filtrée par les grandes fenêtres, Dorothy arriva seule. Son pas était lent, mais digne. Elle portait un tailleur gris légèrement usé, repassé avec soin, et dans sa main tremblante, elle serrait un vieux mouchoir brodé aux initiales de Monica. C'était le seul objet qu'elle avait emporté pour se donner du courage, le dernier cadeau de sa fille avant sa mort. En face, les Collins faisaient une entrée orchestrée, comme pour impressionner la cour. Charles, tiré à 4 épingles dans un costume bleu nuit, saluait avec assurance. Linda, le regard hautain derrière des lunettes Chanel, murmurait des mots à l'oreille de leur avocat. Maître Alperne, figure médiatisée du barreau d'Atlanta, connu pour ses affaires impliquant des familles aisées. Il n'était pas seul. Un pasteur blanc, jovial et souriant, les accompagnait, un homme réputé dans leur communauté évangélique, ainsi qu'un représentant d'une école privée, Saint Augustus Preparatory School, prêt à garantir, selon ses termes, un avenir radieux pour un garçon méritant. Le juge, Madison Crane, une femme blanche dans la cinquantaine, connue pour son ton sec et son impartialité redoutée, prit place. Elle consulta brièvement les dossiers devant elle, hocha la tête, et invita la partie plaignante à s'exprimer. Maître Alperne exposa sa plaidoirie avec la fluidité d'un professionnel du spectacle juridique. Il décrivit la maison des Collins, 6 chambres, une piscine, une salle de musique avec un piano à queue. Il évoqua les cours de golf, les camps d'été à Cap Cod, les voyages à Rome, les connexions prestigieuses du couple dans le milieu éducatif. Il insista sur la capacité financière, émotionnelle et morale des Collins à offrir une vie meilleure à Ellie, loin du chaos social dans lequel il vivait actuellement. Puis vint le tour de Dorothy. Elle se leva lentement, inspira profondément, et posa son regard sur la juge. Sa voix était tremblante au début, mais portait une force ancienne, celle des femmes qui ont traversé la vie sans se plaindre. « Je ne suis pas riche, votre honneur. Je n'ai pas de grande maison, ni d'avocat. Mais j'ai élevé ma fille seule, en travaillant de nuit à l'hôpital, en dormant entre 2 shifts, en lui lisant des poèmes quand elle était malade. Elle est devenue enseignante. C'est elle qui a tenu la main de vos enfants, Madame la juge, quand ils venaient se faire vacciner. Elle a éduqué des générations d'élèves, et elle m'a laissé son fils. J'ai enterré ma fille il y a 3 mois. Et ce petit garçon, c'est tout ce qu'il me reste. Je ne veux pas lui offrir l'Europe. Je veux lui offrir la vérité. L'amour. Et la dignité. Un silence pesa dans la salle. Le regard du juge resta impassible, fixé sur les documents devant elle. On entendait le froissement des papiers, le grattement d'un stylo. Puis l'avocat des Collins rompit le silence avec un sourire contenu. « Votre honneur, peut-être que le petit Ellie pourrait nous éclairer. Après tout, n'est-ce pas son avenir que nous décidons aujourd'hui? A-t-il un mot à dire ?» Le juge hocha la tête et ordonna qu'on fasse venir l'enfant. Une huissière ouvrit la porte latérale. Ellie entra, vêtue d'un costume trop grand pour ses épaules menues. Ses chaussures vernies brillaient, mais ses yeux étaient fatigués. Trop fatigués pour un enfant de 7 ans. Il regardait la salle comme on regarde un monde trop vaste, trop froid. La juge se pencha doucement vers lui. « Bonjour Ellie. Tu veux dire quelque chose? Tu peux parler librement. » Ellie jeta un regard vers les Collins, puis vers sa grand-mère. Il hésita. On vit sagouris se serrer. Puis il prit une inspiration, et sa voix s'éleva, douce mais ferme. Ils sont gentils quand y a du monde. Ils ont dit qu'ils m'achèteraient des jouets et un vélo. Mais, quand j'étais chez eux, ils disaient que j'avais la peau trop foncée pour m'appeler Ellie. Ils m'appelaient Ethan. Ils disaient que c'était un prénom plus adapté. Ils ont lavé mes cheveux avec un produit qui brûlait, pour que je ressemble à leur fils qui est mort.
Ils m'ont dit que j'étais leur deuxième chance. Mais moi je suis pas une chance, je suis juste moi. Et, je veux rester avec mamie. Parce qu'elle me laisse être moi. Un murmure choqué se propagea dans la salle d'audience. Le pasteur baissa les yeux. Le représentant de l'école recula discrètement. Linda Collins, le teint livide, chuchota quelque chose à son mari, visiblement nerveuse. Maître Alperne se pencha pour ajuster ses papiers, déstabilisé. Le juge Madison Crane se leva lentement, le visage figé. Audience suspendue. Immédiatement. Toutes les parties sont priées de rester à disposition du tribunal pour une décision à huis clos. Puis elle sortit sans un mot de plus. Dorothy, encore debout, sentit les larmes lui monter. Elle ouvrit les bras. Ellie courut vers elle. Et dans l'embrassade silencieuse qu'ils partagèrent devant tous, c'était toute une vérité qui se révélait. Il ne suffit pas d'acheter un enfant. Il faut le voir. L'aimer. Et l'accepter tel qu'il est. 3 semaines plus tard, un silence presque sacré régnait dans la salle d'audience lorsque le verdict fut rendu. La juge Madison Crane, robe noire impeccablement boutonnée, lut la décision d'une voix calme mais solennelle. Chaque mot semblait peser, chaque phrase destinée à laisser une trace. Après examen des faits, des témoignages, et surtout, des paroles de l'enfant concerné, la Cour accorde la garde légale et permanente de Ellie Miles à sa grand-mère maternelle, Madame Dorothy Miles. Un souffle collectif parcourut la salle. Au fond, Dorothy serra la main d'Ellie plus fort. Son cœur battait si fort qu'elle crut un instant qu'on pouvait l'entendre. Puis la juge ajouta, en s'adressant à la salle et aux journalistes présents. Le rôle d'une famille n'est pas de modeler un enfant à son image, mais de l'aimer tel qu'il est. Cet enfant n'a pas besoin d'être refait. Il a besoin d'être reconnu. Et il l'a été, dans le regard de sa grand-mère. Ellie a déjà trouvé ce foyer. Les Collins, assis au premier rang, restèrent figés quelques secondes. Charles se leva brusquement, les mâchoires serrées. Linda, blême, baissa les yeux. Leur avocat tentait de maintenir une posture digne, mais l'amertume était palpable. Les flashs des caméras crépitèrent dès qu'ils franchirent la porte. À l'extérieur, des journalistes les accablaient de questions. Comment expliquez-vous les propos tenus par Ellie? Pensez-vous faire appel? Aviez-vous vraiment tenté de blanchir son identité? Les Collins s'éloignèrent en silence, submergés par les regards accusateurs et les micros tendus, protégés par leur pasteur désormais silencieux. De leur côté, Dorothy et Ellie sortirent main dans la main, sous une aide d'honneur improvisée faite de voisins, d'enseignants, d'inconnus venus témoigner leur soutien. Les larmes coulaient sur le visage de Dorothy, mais c'étaient des larmes douces. Des larmes de justice. Ellie, lui, tenait une peluche dans les bras, un vieux lion que sa mère lui avait offert, et levait les yeux vers sa grand-mère avec un sourire enfin apaisé. De retour dans leur modeste quartier, une surprise les attendait. Des enfants couraient sur les trottoirs, des femmes suspendaient des drapeaux, et un groupe de voisins avait accroché, entre 2 lampadaires, une grande banderole faite main. Bienvenue à la maison, Ellie. Des ballons flottaient. On avait préparé des cookies, du thé glacé, et quelqu'un avait même apporté un petit piano-jouet. Il n'y avait ni richesse ni luxe, mais une chaleur que même les plus grandes maisons des Collins ne pouvaient offrir. La solidarité s'organisa rapidement. Un fonds local, lancé par des maires du quartier, fut créé pour soutenir Dorothy, l'aider avec les frais de santé, de scolarité, et aménager une chambre pour Ellie. Une école publique progressiste, connue pour son engagement en faveur de l'inclusion, lui proposa une bourse intégrale, promettant de faire de lui un élève choyé et écouté. La travailleuse sociale, Stéphanie, profondément bouleversée par l'affaire, annonça quelques semaines plus tard sa démission. « Je ne peux plus observer sans agir », déclara-t-elle à la presse. Elle lança alors un programme national dédié à la protection et à la valorisation des grands-parents devenus gardiens légaux, un réseau de soutien, de ressources juridiques et d'ateliers, pour redonner de la dignité à ces familles invisibles. Chaque soir, une routine simple mais sacrée s'installa dans la petite maison des Miles. Dorothy préparait un chocolat chaud à la cannelle, plaçait un plaid sur les jambes d'Ellie, et allumait une vieille veilleuse en forme d'étoile. Puis elle ouvrait un cahier, rempli de souvenirs et d'histoires transmises de génération en génération. Elle racontait l'histoire d'ancêtres courageux, d'arrière-grands-parents ayant fui les plantations, d'ouvriers, d'infirmières, de professeurs, d'hommes et de femmes dont les noms ne figurent dans aucun livre mais qui ont construit un héritage fait de dignité, de ténacité et d'amour.
Et avant que les paupières d'Ellie ne se ferment, elle lui murmurait chaque soir, les mains posées sur son front. Tu es noir. Tu es beau. Tu es digne. Et tu es chez toi.